Le syndrome d'Alagille est une maladie génétique rare dont la prévalence est estimée entre 1 sur 30 000 et 1 sur 70 000 naissances. Elle est due dans la très grande majorité des cas à une mutation du gène JAG1, c'est-à-dire à une anomalie du gène JAG1, ou beaucoup plus rarement à une mutation du gène Notch2. Dans des cas exceptionnels, on ne parvient pas à identifier de mutation. Dans le syndrome d'Alagille, le plus souvent, dans un peu plus de la moitié des cas, la mutation s'est faite spontanément dans les gamètes d'un des parents avant la fécondation, c'est-à-dire avant que le spermatozoïde et l'ovule fusionnent, ou dans les tout premiers stades du développement de l'embryon, donc après la fécondation. Dans ces deux cas, on parle de mutation de novo. Plus rarement, la mutation est transmise à l'enfant par un des deux parents qui peut être plus ou moins symptomatique. Le syndrome d'Alagille est une maladie génétique dominante, c'est-à-dire que l'existence d'une mutation sur une seule des deux copies, ou allèles, du gène suffit pour être atteint de la maladie. L'expression clinique de la maladie est très variable au sein d'une même famille chez des sujets présentant une même mutation. Les gènes JAG1 et Notch2 jouent un rôle très important dans le développement de nombreux organes qui pourront donc être affectés dans le syndrome d'Alagille. On parle d'affections multisystémiques. Les atteintes peuvent concerner le foie, cholestase chronique, le cœur, sténose des artères pulmonaires, tétralogie de Fallot, le visage, grand front, yeux écartés et petit menton pointu, le squelette, vertèbres dites en ailes de papillon, fragilité osseuse, les yeux, notamment embryotoxon postérieur. Pour établir le diagnostic, il faut qu'au moins 3 de ces 5 critères majeurs soient présents. D'autres anomalies peuvent être associées au niveau des artères, des reins, de la sphère ORL. Le diagnostic du syndrome d'Alagille peut être difficile à poser du fait de la variété des manifestations cliniques. Les organes atteints sont très différents d'une personne à l'autre. On parle de maladies génétiques à expressivité variable. Le foie est l'organe le plus fréquemment atteint. Cette atteinte hépatique est due à un défaut de développement des voies biliaires et est caractérisée par un nombre réduit de canaux biliaires à l'intérieur du foie. On parle de paucité des voies biliaires. La bile stagne alors dans le foie, on parle de cholestase, entraînant avec le temps des lésions hépatiques. Cette cholestase se manifeste souvent dans les premiers jours ou premières semaines de vie. Elle est responsable d'une jaunisse prolongée, parfois d'une décoloration des selles et d'une coloration des urines. De démangeaisons, appelées prurites, parfois très intenses et très invalidantes, en lien avec un taux élevé d'acide biliaire dans le sang. Les acides biliaires sont les constituants détergents de la bile. Parfois de xanthomes, qui sont des dépôts de graisse sous la peau liés à un taux de cholestérol élevé dans le sang. De carences en vitamines grasses ou liposolubles, en particulier D, E, K. Mais un dosage de la vitamine A sera également nécessaire. Ces carences peuvent être responsables d'un défaut de coagulation, K, qui peut être précoce, d'une atteinte neurologique, E, ou contribuer à une fragilité osseuse qui peut conduire à des fractures, D. La cholestase peut aussi contribuer au retard de croissance, qui est très fréquent chez les enfants atteints d'un syndrome d'Alagille. Ces symptômes, le prurite notamment, ainsi que les autres symptômes liés à l'atteinte des autres organes, non détaillés dans cette vidéo, peuvent avoir un retentissement très important sur la qualité de vie des enfants malades, notamment sur le sommeil, le développement, la scolarité et parfois la santé psychique. Si la maladie hépatique évolue vers la cirrhose, ou parfois, quand malgré les traitements médicamenteux, la qualité de vie est trop altérée du fait de la cholestase, prurite, fracture, défaut de croissance, xanthome, une greffe de foie peut s'avérer nécessaire. Les enfants et adultes atteints du syndrome d'Alagille ont besoin d'un suivi médical multidisciplinaire à vie et en centre hospitalier spécialisé. Si la jaunisse du nouveau-né persiste après 15 jours de vie, il faut doser la bilirubine conjuguée. En cas de jaunisse du nouveau-né, il faut impérativement vérifier la couleur des selles. Si les selles ne sont pas de couleur vive, c'est qu'elles sont décolorées. Les selles normales sont de couleur vive. Les selles anormales sont de couleur pâle. Chez le nouveau-né, ictère plus sel décoloré plus urine foncée égale avis médical en urgence. Un dosage de bilirubine conjuguée devra être effectué et une injection de vitamine K pourra être nécessaire.